Ici l'histoire. Ici l'histoire. Chaque semaine, de nouveaux invités. Ici l'histoire. Ici l'histoire. Tous les jeudis soirs, 20h à 20h30. Bonjour, bienvenue à Ici l'Histoire. Aujourd'hui, on poursuit notre semaine spéciale Shoah en lien avec le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. On reçoit avec nous aujourd'hui 4 personnes qui n'ont qu'un seul lien en commun, soit d'avoir lu le livre « Si c'est un homme ». Aujourd'hui, j'accueille Maxime Lacasse. Bonjour. Gabriel Gourde. Bonjour. Et ainsi que Joseph Veilleux. Bonjour. Ainsi que votre animateur, Charles Bernard. L'œuvre à l'étude aujourd'hui est écrite par un auteur qui vous est probablement inconnu, mais qui gagne à le devenir, soit Primo Levi. Pour commencer, je demanderai à Maxime de nous le présenter. Primo Levi est né en 1919 et s'est suicidé en 1987 à Turin. Il était chimiste et a pu exercer cette activité dans les camps, ce qui l'a aidé à demeurer vivant. Il fut capturé en 1944 en Italie. Il réussit à survivre à Auschwitz jusqu'à la libération du camp le 27 janvier 1945. C'est bien de connaître l'auteur, mais il faudrait bien connaître l'œuvre qu'il a écrite. Alors je demanderai à Gabriel de nous la présenter. Donc, Primo Levi, au travers de ce roman qui est Si c'est un homme, raconte la vie des prisonniers dans les camps de concentration. Donc, comment la nourriture était, les conditions de vie exécrables dans lesquelles ils vivaient, l'ambiance de mort qui planait tous les jours sur le camp. Cette œuvre fait également partie du courant de la littérature de la Shoah, qui est un courant littéraire apparu après la Seconde Guerre mondiale afin de décrire l'annihilation des Juifs par les nazis. Merci Gabriel. Il est vrai que cette œuvre est très intéressante, car elle aborde beaucoup de thèmes très variés, comme par exemple la déshumanisation, la vie à Auschwitz, l'Holocauste ainsi que le nazisme. Pour parler de ces termes, nous avons choisi plusieurs extraits, c'est-à-dire mes invités ont choisi plusieurs extraits. Pour commencer, j'inviterai Joseph à nous parler de la déshumanisation. Merci beaucoup, Charles. Pour commencer, le livre fait part de beaucoup de déshumanisation. Donc, je vais vous en parler suite à la lecture d'un extrait que j'ai trouvé fort pertinent à la page 136 du roman. Ça va comme suit. Il sera donné à celui qui possède, il sera pris à celui qui n'a rien. Ô la guerre, où l'homme est seul et où la lutte pour la survie se réduit à son mécanisme primordial, la loi inique est ouvertement en vigueur et unanimement reconnue. Les musulmanes, les hommes en voie de désintégration, ceux-là ne valent même pas la peine qu'on leur adresse la parole. Donc, cet extrait, selon moi, fait part des inégalités qui existent même malgré les prisonniers. Donc, on a ceux qui respectent les lois et qui ne veulent pas se retrouver dans les mauvaises grâces des Allemands de peur de voir leur vie se raccourcir davantage, même s'ils savent que leurs chances de sortir vivants des camps sont assez faibles. Donc, ils respectent tous les règlements et c'est d'ailleurs de cette façon qu'ils deviendront, la plupart du temps, les premiers à mourir. C'est souvent les personnes qui vont faire tout leur possible pour aller à l'encontre des règles et répondre à leurs besoins primaires, comme par exemple avoir accès à des nouveaux vêtements ou plus de nourriture de meilleure qualité, qui vont avoir les meilleures conditions de vie, malgré le fait qu'ils ne respectent pas les règles imposées par le camp. Les Allemands ont souvent d'autres chats à fouetter que de s'occuper des Juifs qui ne respectent pas les règles du camp. Donc, ça les importe peu que, par exemple, on se place à la fin d'une file pour avoir de la soupe de fond de marmite où les morceaux de nourriture se sont sédimentés et donc c'est à cet endroit que la soupe est la plus riche. Donc, on voit que les prisonniers des camps de concentration n'ont plus vraiment de valeur humaine. C'est pour ça qu'on dit que le thème, c'est la déshumanisation.
C'est ce que vous vouliez insinuer avec votre extrait? Oui, merci beaucoup, Charles. C'est vers cela que je me dirigeais. Donc, en fait, lorsqu'ils arrivent au camp, les Juifs perdent leur aspect humain. Et comme on l'a vu dans l'extrait tout à l'heure, la nature humaine reprend ses droits, si on veut le dire ainsi, sur la population juive. Et les humains se mettent à agir plus comme des animaux que comme des hommes. Par exemple, ils perdent toute la courtoisie qu'ils pouvaient avoir ou le savoir-vivre pour réduire au minimum tout ce qui leur fait dépenser de l'énergie inutilement. Et ils tentent d'ailleurs de profiter des autres, malgré le fait qu'ils étaient tous des honnêtes gens avant leur arrivée au camp. Dans le fond, leur instinct de survie revient comme prendre le dessus. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont dans une situation qui est extrêmement désespérée. On peut le comprendre car les nazis ont fait en sorte que les camps de concentration étaient une épreuve extrêmement difficile, autant émotionnellement que physiquement, pour tous les prisonniers qui y séjournaient. Oui, c'est ce qui nous amène au prochain thème, qui est le nazisme. Gabriel, vous aviez préparé un extrait pour ce thème. Oui, l'extrait sur le nazisme que j'avais trouvé en lisant le livre se trouve à la page 126 et au début de la page 127. Ça suit donc... Le trafic avec les civils fait partie intégrante de l'Arbeitslager et il en conditionne la vie économique. Il constitue par ailleurs un délit explicitement prévu par le règlement du camp et assimilé au crime politique. Aussi, lui a-t-on réservé des peines particulièrement sévères. S'il ne dispose pas de protection en haut lieu, le Häftling se retrouve dans les mines de charbon, ce qui signifie la mort dans quelques semaines. Quant aux travailleurs civils, son complice, il peut être déféré à l'autorité allemande compétente. Il passe en Vernichtungslager, désolé pour la prononciation, dans les mêmes conditions que nous, les Häftling, pour une période qui peut aller de 15 jours à 8 mois. Ces ouvriers sont dépouillés à leur arrivée, mais on leur redonne leurs affaires à la sortie du camp. Ils n'ont pas à faire les sélections. Donc, avec ce passage, on voit donc que les nazis tentent seulement de rabaisser les Juifs afin de les exterminer. Même si une personne aryenne, donc la race pure selon les nazis, ont commis un crime extrêmement grave, ils vont tenter de le préserver seulement parce qu'il appartient à leur idéaux, leur race supérieure qu'ils veulent amener sur la planète. Donc on voit que les Juifs, qui sont une race inférieurs selon eux, ont tout pour être exterminés, même s'ils n'ont rien fait, qu'ils sont innocents. C'est donc pourquoi le nazisme est présent énormément dans le livre, puisque les camps de concentration servaient surtout à l'extermination des Juifs. Et c'est ce que j'ai à dire pour ce passage. Car il faut le savoir, il y avait plusieurs... types de prisonniers dans les camps. Les nazis, qui étaient des Allemands qui aimaient beaucoup l'ordre, divisaient selon plusieurs types de prisonniers, comme il y avait les prisonniers politiques, les prisonniers de guerre et les juifs. Et si tu étais un prisonnier juif, tu étais beaucoup plus inférieur aux autres. Tu risquais fortement de mourir, contrairement aux autres qui, comme vous avez dit, étaient protégés. Mm-hmm. Oui, c'est cela. Merci, Charles. Maintenant, un autre thème bien présent dans le livre « Si c'est un homme » de Primo Levi est le thème de l'Holocauste. Je demanderai maintenant à Maxime de bien vouloir nous présenter son extrait qu'il avait trouvé sur ce thème. Oui, merci Gabriel. Donc à la page 141 dans le roman va la citation qui suit. Le cas des prominents non-juifs appelle moins de commentaires bien qu'ils aient été de loin les plus nombreux. Aucun Häftling arien qui ait bénéficié d'une charge si modeste fût-elle. Donc, en gros, ça veut dire que il y avait des prisonniers non-juifs qui travaillaient beaucoup moins que les juifs, car le but de l'Holocauste, c'était de réduire en quelque sorte les juifs, donc les tuer, les exterminer, mais aussi non par seulement par des moyens rapides, mais en les voyant souffrir par le travail, en quelque sorte. C'est très intéressant. Et d'ailleurs,
l'Holocauste a été un fléau qui s'était répandu très rapidement à travers toute l'Europe une fois qu'elle était conquise par les nazis. Et on sait même désormais que ces derniers avaient des plans pour l'instaurer à l'échelle mondiale en venant, par exemple, prendre des informations en Amérique pendant la guerre. C'est justement donc ainsi que 6 millions de Juifs ont péri durant la Deuxième Guerre mondiale. Durant aussi la Deuxième Guerre, les Juifs avaient des numéros à la place d'être nommés par leur nom. Donc, ils n'avaient plus vraiment d'identité. Ils étaient tous numérotés avec un genre de tatouage sur leurs bras. À l'apogée de l'Holocauste, ils ont ouvert des camps pour exterminer les Juifs, dont celui de Auschwitz. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à notre prochain thème qui est Auschwitz. J'avais préparé un passage de la page 121 qui va comme suit. Ceux qui viennent à la bourse pour vendre leur unique chemise, ils savent bien ce qui les attend. À la première occasion, quand le capot découvrira qu'ils sont nus sous leur veste, le capot leur demandera ce qu'ils ont fait de leur chemise. Pure formalité qui sert d'entrée en matière. Ils leur répondront qu'on leur a volé au lavabo. En réalité, 99 fois sur 100, ceux qui n'ont pas de chemise l'ont vendu car ils ont faim. Alors, les capots les frappera et on leur donnera une autre chemise et tôt ou tard, ils recommenceront. Ce passage résume bien le fonctionnement du commerce car dans le camp d'Auschwitz, il s'était créé un commerce pour pouvoir survivre à la difficulté du lager. Car il était impossible de vivre en respectant toutes les règles qui étaient établies par les Allemands. Par exemple, celle de la plus simple de manger. Car c'est pour ça qu'il s'était créé une bourse où les Juifs vendaient le plus possible des choses comme dans l'extrait leur chemise pour ensuite acheter du pain et pouvoir manger le plus possible à leur faim. Mm-hmm. C'est très intéressant et vous nous résumez depuis quelques minutes déjà des conditions de vie absolument effroyables dans les camps. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de à quoi ressemblait une journée dans le camp de concentration lorsqu'on était un halfling? Oui, les journées étaient sommairement assez simples. Ils commençaient par se réveiller très tôt au lever du soleil, puis on leur donnait une ration de pain pour toute la journée. Ensuite, ils allaient travailler toute l'avant-midi à des tâches assez difficiles, comme souvent transporter des charges très lourdes ou nettoyer le camp. Puis, le midi, ils avaient une demi-heure de pause pour manger leur bol de soupe. Ensuite, en après-midi, ils recommençaient à travailler et ils finissaient par aller se coucher au coucher du soleil. C'est ce qui résume les journées de travail au camp de concentration. Merci, Charles. Maintenant, j'aimerais bien vous faire part de la critique que j'ai par rapport au roman. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'en lisant le roman, cela nous aide énormément à mieux comprendre la réalité que les prisonniers dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale vivaient dans tous les aspects de leur vie dans lesquels ils étaient maltraités, le manque de nourriture, l'hygiène, ainsi que tous les aspects qui faisaient du lager le lager. On aide aussi à mieux comprendre la peur dans laquelle les prisonniers vivaient de ne pas voir le soleil se lever le lendemain. Et... Oui, car on peut voir que le roman a été écrit par Primo Levi, qui a vécu la vie à Auschwitz pendant plus de 6 mois et a été chanceux de survivre. C'est pour ça que je voulais venir à mon point de la critique, qui est le réalisme du roman. J'ai trouvé que le roman était parfait dans sa description. On pouvait tout comprendre comment ça se passait. On pouvait vraiment s'imprégner de l'histoire. Car Primo Levi, on voit très bien ce qu'il a vécu. Il a été excellent pour retranscrire l'émotion et la vie, comment elle se déroulait au camp. Effectivement, Charles,
Je pense que le fait que ce soit une vraie personne qui a vécu les camps de concentration, qui est le narrateur de l'histoire, est un très bon point, puisqu'il est en mesure de décrire absolument tous les sentiments que peuvent ressentir les détenus et la façon dont ils doivent composer avec les différents aspects de leur vie assez difficile, on peut le dire, au camp. Également, de cette façon, on peut comprendre plus facilement ce que l'auteur veut expliquer puisqu'il a vécu et il sait exactement comment fonctionnaient tous les aspects de la guerre. Oui, Gabriel, car la façon dont Primo Levi a écrit le roman permet de comprendre très facilement l'histoire qu'il a vécue lors de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait d'accord avec vous, Charles. Grâce au réalisme du livre, on peut clairement voir toute l'atrocité que les Juifs ont vécue durant la guerre, qu'il y a que 6 millions de Juifs qui sont morts durant ce temps-là. Et moi, le livre, pour ma part, me fait penser que grâce au livre, en fait, le livre nous aide à ne pas oublier toute cette atrocité que les Juifs ont vécue, qu'ils ont souffert durant le temps de la guerre. Et les camps ont permis, en quelque sorte, de nous faire découvrir la vraie nature humaine, c'est-à-dire que c'est pas toujours rose et bon. Et ça nous a aussi... le livre nous sert aussi à ne pas oublier le sacrifice que les Juifs nous ont fait, entre guillemets, puisqu'il a été inutile, sauf pour nous, de faire réaliser que si on oublie ça, ça pourrait se reproduire. Merci Maxime. À mon tour, j'aimerais vous faire part d'un point que j'ai beaucoup aimé lors de la lecture du roman « Si c'est un homme » de Primo Levi, à savoir le style d'écriture. Comme Maxime l'a dit au début du balado, Primo Levi était un chimiste. Et son style d'écriture est très imprégné de son ancien métier. Donc, lorsqu'on écrit des rapports de laboratoire, il est important de ne pas trop aller dans les détails et de rester comprenable à tout néophyte qui souhaiterait lire l'ouvrage. Mm-hmm. Donc, on voit ceci dans le livre. Donc, Primo Levi, en faisant des descriptions simples et concises, mais qui nous permettent tout de même de bien visualiser les lieux et les personnages, qui nous racontent une histoire fort émouvante, mais sans l'encombrer de détails que l'on pourrait qualifier de superflus à la bonne compréhension de l'histoire. Donc, nous pouvons tous conclure que nous avons apprécié le roman. Oui. C'est ce qui va mettre fin à notre émission de la semaine. Lors de notre prochain épisode de jeudi prochain, nous allons accueillir Charles Tissard qui va venir nous parler du coronavirus, ce grand fléau qui ravage les populations chinoises, ainsi que Éric Lauzon pour nous parler de l'art de bien étudier à l'avance ses examens 1 mois pour pouvoir avoir d'excellentes notes. Si vous désirez revoir ou plutôt écouter notre émission, je vous conseille de la réécouter à partir du début de l'enregistrement que vous possédez, car nous ne possédons aucun site internet. Sur ce, à la semaine prochaine. Ici l'histoire. Ici l'histoire. Chaque semaine, de nouveaux invités. Ici l'histoire. Ici l'histoire. Tous les jeudis soirs, 20h à 20h30. Commandité par The Art of Learning, vos taxes ainsi que vos impôts et sans oublier le 20$ que j'ai pris dans le portefeuille de Michel.